À partir de 1944 et 1945, les événements se succèdent rapidement. En août 1944, l'Indochine française n'était plus tellement délaissée. Elle concentrait les intérêts métropolitains, alliés, et suscitait la convoitise de ses voisins. À peine la libération de Paris célébrée, 2 brigades coloniales furent formées, puis envoyées en Extrême-Orient. À l'issue de la lourde défaite japonaise à Leyte en octobre 1944, l'état-major de l'armée impériale s'attendait à une invasion complète des Philippines. La perte de Manille, de la Birmanie et un revers militaire face à la Chine était de plus en plus plausible. Ignorant encore les plans militaires alliés, le Japon craignait un débarquement sur les côtes orientales du Vietnam. De plus, dans son rapport du 21 janvier 1945, le général Tsuchihashi acquit la conviction qu'en cas d'attaque américaine, les Français ne participeraient pas à la défense commune. L'état-major japonais anticipa. Il donna au lieutenant-colonel Hayashi l'ordre d'étudier un projet de coup de force en Indochine qui avait pour finalité d'entraîner la chute de l'administration française. Cette initiative avait plusieurs objectifs. Sur le plan stratégique et militaire, il s'agissait de considérations principalement opérationnelles, mais il y avait aussi d'autres dessins que nous définirons par la suite. Le 1er février 1945, le Conseil suprême pour la conduite de la guerre prenait la décision de s'emparer de l'Indochine. Le terme du coup de force était fixé entre le 5 mars et 10 mars 1945 et avait pour nom de code Action de l'éclair de lune. Le terme du coup de force était fixé entre le 5 et 10 mars 1945 et avait pour nom de code Action de l'éclair de lune. Le 3 mars 1945, au terme d'un mois de combats sanglants, Manille tomba aux mains des Alliés. La mer de Chine constituait l'un des premiers remparts japonais et naturellement, l'attention des Alliés se porta sur la colonie et le Japon lui-même. Les troupes alliées se coordonnèrent. 2 divisions chinoises de 24 000 hommes et une division de Birmanie de 13 000 hommes étaient en marche pour l'Indochine. En face, les forces japonaises alignaient 65 000 hommes dans toute la péninsule. La zone de combat se dessinait. Qu'il ait été autochtone ou métropolitain, colonisé ou colon, la grande majorité des civils indochinois souhaitaient la défaite du Japon pour que la paix soit restaurée. En effet, les bombardements alliés s'intensifiaient et n'étaient pas sans perturber la vie des populations. Le coup de force fomenté allait lui aussi bouleverser la vie des civils. Un jeune civil métropolitain témoigne. Il relate les événements qui se sont produits pendant le coup de force japonais depuis la ville de Dala. Au terme du coup de force, il était âgé de 16 ans. Son père était un administrateur colonial. Il faisait partie de la future élite de la société indo-chinoise et était destiné à devenir un jour administrateur colonial. Nous apprenons également qu'il eût été embrigadé dans des mouvements comme Jeunesse et Sport, un mouvement mis en place par la politique de coups sous obédience vichiste. Pendant l'occupation, les Japonais délimitèrent des périmètres dans tout le pays et dans toutes les villes. Notre témoin, comme l'ensemble des métropolitains français, avait ordre de rejoindre cette grande ville, dont Saigon. Étant pensionnaire à Dala, pour rejoindre sa famille, il dut aller à Saigon. Il allait de soi que durant la mainmise japonaise, presque l'intégralité des civils n'avaient plus accès aux informations de la guerre en Europe et en Asie-Pacifique. Nous savons que les informations que notre témoin avait de la situation internationale étaient celles que les Japonais voulaient qu'il sache, en d'autres termes, rien concernant les avancements alliés. Au cours des événements, l'âge de notre témoin est à double tranchant. Son récit, ses ressentis sont spontanés et livrés sans embarras. Néanmoins, son jeune âge en fait un esprit malléable, et d'autant plus dans une guerre de communication qui mêle les propagandes vigistes et japonaises. Son regard est forcément orienté en faveur des forces françaises. Ce témoignage est une chronique et semble être rédigé au fil des événements. Nous devons prendre nos distances à l'égard de cette source, car elle n'est pas infaillible, l'identité de l'auteur ne nous est pas connue. Nous ignorons également quelle était la date exacte de publication. Dernier élément marquant, et non des moindres, nous ignorons le pourquoi de ce témoignage. Était-il dédié à un public? Était-il personnel? Ou avait-il des desseins idéologiques précis? Nous n'en savons rien. Le 10 mars 1945, au matin, le lycée Yersin de Dala n'avait pas son aspect habituel. Le proviseur et le censeur étaient dans tous leurs états et semblaient très inquiets. Nous apprenons rapidement ce qui s'est passé à Saigon, l'internement des troupes françaises
La résistance désespérée du camp d'artillerie situé dans les faubourgs de la ville, et bien que les communications fussent coupées, nous apprîmes assez rapidement la mort de l'un de nos camarades de Saigon, qui avait eu la mauvaise idée de circuler à bicyclette dans un quartier bouclé par les Japonais. Les inquiétudes de ces civils français s'expliquent par les événements qui s'étaient produits lors de la soirée du 9 mars 1945 à Saigon. Cela faisait 5 ans que les Indochinois s'étaient habitués à la présence japonaise et à un climat d'alerte permanent. Les civils et hauts administrateurs avaient fini par vivre avec. Pour eux, l'horizon de la défaite nippone était assuré, si bien que l'hypothèse d'une invasion avait été écartée. Et pourtant, entre les interceptions radio, les avertissements des sûretés d'Hanoï et de Saigon, qui confirmaient l'imminence d'une attaque japonaise, l'administration coloniale prit aucune mesure préventive. Ce 9 mars 1945, le gouverneur général Decoux était à Saigon pour traiter des questions économiques entre les deux pays. L'ambassadeur japonais Matsumoto, toujours ponctuel, se présentait cette fois-ci avec un léger retard au palais du gouverneur général. L'ambassadeur fit traîner les négociations, quand à 19h il sortit de sa poche un aide-mémoire, véritable ultimatum. Sous ordre direct de Tokyo, Matsumoto intima aux Français d'ordonner à leurs soldats et à leur administration de passer sous tutelle japonaise. À 21h, l'amiral Decoux, désemparé, fit officiellement connaître son refus. 15 minutes plus tard, les forces japonaises cernèrent le palais pour y arrêter Decoux et ses principaux collaborateurs. En ce qui concerne l'internement des troupes françaises et la résistance du camp d'artillerie situé dans les faubourgs de Saigon, les troupes françaises à Saigon n'avaient tenu que quelques heures. Les troupes indochinoises des quartiers du 11e RIC, du 5e RA et du RTA furent submergées face à des troupes japonaises mieux équipées et plus déterminées. Les quelques résistances désespérées se firent dans des conditions désastreuses avec un nombre de munitions insuffisant, ce qui favorisa les désertions. Par internement, il faut entendre beaucoup de traitements dont l'auteur ne pouvait avoir connaissance. À Saigon, comme dans toute la péninsule, l'armée d'Indochine fut capturée avant d'être déportée dans des camps, incarcérés ou assignés à résidence. L'armée, ainsi que les civils, furent placés entre les mains du Kempeitai, aussi appelé Gestapo japonaise. Pensée sur le modèle de la gendarmerie, elle était une police secrète au service de l'armée impériale. Entre ses mains, les soldats de l'armée vaincus furent torturés, battus à mort, contraints au travail forcé ou décapités. À travers ce court extrait, nous entrevoyons le désarroi vécu par un grand nombre de civils. Il s'expliquait par l'imprévisibilité des événements. Nous comprenons qu'en l'espace de quelques heures, l'armée d'Indochine fut écrasée par les troupes du Mikado. En effet, en moins de 24 heures, à Saigon, c'étaient tous les dispositifs civils, militaires et donc coloniaux qui volèrent en éclats. Au lendemain du coup de force, les pertes subies par l'armée d'Indochine s'élevaient à 6319 tués et disparus européens et indochinois, 37 000 prisonniers, contre moins de 1000 tués côté japonais. Selon l'ambassadeur Matsumoto, ce soir-là, tout s'est passé comme si rien ne s'était passé. Au fil du temps, nous apprendrons que le coup de force avait bien eu lieu dans toute l'Indochine et que des atrocités avaient été perpétrées contre ceux qui ne se rendaient pas assez vite. Du jour au lendemain, la présence française fut balayée, avec les conséquences que l'on peut imaginer d'une victoire totale des jaunes sur les blancs. Les traitements réservés aux résistants ou à ceux qui ne se rendaient pas assez vite furent multiples. Notre auteur fait référence à plusieurs événements. Au Tonkin, la garnison franco-indochinoise de Dongdang fut massacrée après 3 jours de résistance, l'armée japonaise ne laissant qu'un seul rescapé. À la citadelle de Langson, les combats se prolongèrent jusqu'au lendemain de l'après-midi. Après la défaite, le général Lemonnier fut décapité et les 400 prisonniers sous son commandement furent massacrés. Les forces japonaises souhaitaient donc anéantir toute poche de résistance. Nous pouvons émettre plusieurs critiques vis-à-vis de ce texte.
Tout d'abord, l'armée d'Indochine, vaincue et malmenée, subissait le courroux d'une autre ambition. L'auteur ne pouvait le savoir. Après la défaite française, les troupes du Mikado réclamèrent vengeance. Cette volonté se traduisait par des sentiments de haine raciale à l'égard de l'occidental blanc. En effet, le 10 mars 1945, des bombardiers américains déversèrent 700 000 bombes sur Tokyo, faisant entre 120 000 et 197 000 tués. Les Français d'Indochine, bouc émissaire tout trouvé, furent jugés responsables des maux japonais. Ensuite, quand notre acteur déclare que du jour au lendemain la présence française fut balayée, c'était plutôt le contrôle qu'avait l'administration métropolitaine sur la colonie qui fut rompu. Noyés au milieu de 25 millions d'autochtones, les 45 000 métropolitains voyaient la disparition du commandement français en Indochine. L'amertume et l'humiliation fut telle qu'elle est perceptible chez notre auteur quand il déclare à propos de la victoire nippone, avec les conséquences que l'on peut imaginer d'une victoire totale des jaunes sur les blancs. Le tempérament asiatique, et plus spécifiquement japonais, a été réputé d'après les métropolitains comme leur d'après les métropolitains pour leur imprévisibilité et leur sournoiserie. Au-delà des éléments de langage employés, la politique coloniale française en Indochine s'écroulait. Si nous devions faire un anachronisme pour saisir l'importance de l'événement, ce jour de 9 mars 1945, la France perdit sa colonie car la métropole ne put rétablir son autorité d'avant-guerre. Pour les métropolitains, les conséquences du coup de force furent d'ordre politique et psychologique. Ils éprouvèrent un sentiment d'humiliation. Pour les Indochinois, le coup de force avait d'autres conséquences. Il scella la disparition progressive des sentiments de crainte et de respect, d'infériorité et d'admiration pour les colonisés, que les colonisés éprouvaient à l'égard du colonisateur. Ces aspects-là sont en revanche éludés par notre auteur. Les initiatives nationalistes, jusqu'alors timides, purent connaître un nouveau souffle. Entre mars et septembre 1945, le Viet Minh saisit l'opportunité pour y établir son emprise. À cette heure, rétablir le statut colonial d'avant-guerre n'était plus à l'ordre du jour. En revanche, les thématiques centrales étaient la subsistance de l'Empire, la restauration de la souveraineté française dans la région confrontée au Doc Lap des indépendantistes et ce que la guerre d'Indochine allait poser.